2, 1, 2, c'est bon. Alors, déjà, je vous remercie. Je vais prendre à la main, ce sera plus facile. Je vous remercie. Je pense que vous devez tous être très affligés par la défaite d'Alain Juppé. Je vous remercie d'avoir surmonté la période de deuil pour venir jusqu'ici ce soir dans ces conditions. Je sais que c'est pas facile pour vous. Alors donc, merci d'être venu déjà. Pour vous resituer, moi j'ai écrit La France Orange Mécanique en 2013, c'est un essai sur l'insécurité, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu à l'époque, j'étais déjà venu ici d'ailleurs pour en parler. La France Orange Mécanique, pour vous le faire très simple, c'est 3 ou 4 questions comme ça qui revenaient assez souvent, de se dire est-ce que le fameux sentiment d'insécurité que je peux rencontrer dans mon travail, j'étais journaliste en faits divers à l'époque, hein, donc ce fameux sentiment d'insécurité dont je comptais un petit peu les coups, les blessures, les fractures, les traumatismes, correspond-il à une réalité, oui ou non? Existe-t-il des grands chiffres de l'insécurité? Sont-ils contestés? Par exemple, 200 viols tous les jours en France à l'époque, hein, hors mineurs. Aujourd'hui, le chiffre est passé à 350, donc toutes les 24 heures, voilà. On a passé tous plus ou moins une journée à peu près acceptable, je pense, mais il ne faut pas oublier que durant ces 24 heures, il y a eu 350 viols en France. La question, évidemment, de l'immigration par rapport à l'insécurité, c'est une question qui revenait assez souvent dans le débat public, mais pourtant, dont on avait l'impression qu'il était assez dur d'avoir une réponse claire sur le sujet. Il se trouve que d'après mon enquête, 2/3 des crimes et délits sont commis par des individus issus de l'immigration. A priori, c'était une information qu'il était assez difficile de donner sur un plateau de télévision. J'avais été invité à l'époque chez Laurent Ruquier, face à Aymeric Caron, un type assez subtil, qui est très mesuré en général dans ses analyses, et qui a fait pas mal de publicité pour mon livre. Il y a énormément de gens qui l'ont acheté à cause de lui. Et donc, je pense qu'ils ont compris le système et qu'ils se sont débarrassés de lui. Il y avait aussi la question du laxisme judiciaire, hein, ça c'est pareil, c'est vraiment une grande question. Est-ce que la justice est laxiste? Libération en général répond non. Quand vous vous intéressez vraiment au phénomène, vous constatez que le code pénal en fait n'est pas appliqué en France, donc il sert à rien, c'est tout simple. L'exemple type, c'est les viols, hein, toujours pareil, vous allez voir le code pénal, c'est écrit 15 ans de prison ferme, le viol, bon, très bien. La réquisition du procureur, c'est 12 ans en moyenne. La condamnation prononcée par le juge, c'est 8. La réalité de la peine effectuée, c'est 4, parce qu'il y a des remises de peine automatiques. Un violeur se conduit bien en prison, donc ça lui donne une belle réduction, une belle remise des prix. Et sur les 4 années effectives, vous avez le juge d'application des peines qui peut décider d'en faire 2, avec le port d'un bracelet, par exemple, bracelet électronique, c'est considéré comme de la prison ferme. Et le pointer au commissariat, pareil, enfin voilà, des peines aménagées. Et au bout du compte, vous constatez que le code pénal ne sert à rien et que 100 000 peines ne sont pas exécutées chaque année en France. Voilà, ça c'était France Orange Mécanique. Le deuxième livre, c'était La France Big Brother. En gros, c'était pourquoi ces informations qui paraissent assez évidentes à trouver, etc., pourquoi elles n'accèdent pas aux citoyens qui, lui, il est avec son fameux sentiment d'insécurité, et pourquoi il a tant de mal à voir arriver ces chiffres, ces informations. Et donc la France Big Brother, l'idée c'est qu'il y a une sorte de gigantesque matrice, l'État, les médias, le milieu médiatique, associatif, etc., qui empêche cet accès à l'information, qui criminalise l'inquiétude du citoyen. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une inquiétude sur la sécurité, un doute sur le vivre ensemble, etc., vous êtes suspect, vous êtes déjà dangereux, vous faites le jeu de on sait qui, et au bout du compte, les heures les plus sombres de l'histoire sont sur vous, vous savez le truc par cœur. Ce qui fait que quand un média traite, parce que, alors, ça arrive au niveau médiatique, assez récemment, Jean-Pierre Pernaut, vous connaissez peut-être, dans son JT sur TF1, a eu une idée curieuse, il a pris une posture d'opinion, il a dit on trouve beaucoup de place pour accueillir les migrants en France, mais les SDF, on en trouve très peu. Voilà, il s'est fait plaisir, c'est de manière modérée quand même comme prise de position, mais toujours est-il que ça c'est un dérapage. Il était accusé par tous ses collègues journalistes de faire le jeu, les heures et les leçons, il a dû s'expliquer. Pernaut quand même, c'est un mec qui a quand même une légitimité assez forte dans ce milieu, il est là depuis très longtemps, il a construit toute sa carrière, il a mis un temps fou, et vous voyez que même lui, il ne peut pas émettre le plus petit doute possible sur la pertinence de l'accueil des migrants sans avoir des gros problèmes derrière. Tout Pernaut qu'il soit, il pourrait dégager très vite
Et il a fait d'ailleurs un reportage, un peu pour s'excuser, qui disait beaucoup de bien de l'accueil des migrants, etc. Alors le problème n'est pas tant qu'ils prennent cette position, mais le problème c'est que dans le même temps, sur tous les autres médias, y compris ceux du service public, vous avez des individus qui prennent des positions radicalement inversées, qui sont très favorables, quoi qu'il arrive, à l'accueil des migrants, qu'en gros c'est la civilisation, et que si vous êtes contre, vous êtes l'équivalent de Méphistophélès. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps, sur tous les médias, en permanence. Donc il y a un déséquilibre, parce que Pernaut, dans ce qu'il dit, ça représente, je sais pas, pas la question d'être optimiste ou pas, mais au moins, disons, un Français sur deux, peut-être même beaucoup plus en réalité, et cette partie-là de l'opinion n'a pas accès à l'expression publique. Moi, je me suis fait flinguer, mais la France Big Brother, évidemment, livre à charge contre les médias, j'avais plus de médias, voilà, je suis grillé en beauté. Mais enfin, moi j'ai un avantage sur Pernaut, c'est que j'ai pas 40 ans de carrière à perdre, donc on peut se permettre de se suicider socialement si on n'est pas encore monté en haut de l'échelle. C'est ce que j'ai fait, je ne regrette absolument pas, mais pour lui par exemple c'est impossible, imaginez. Ça fait 40 ans qu'il s'investit dans ce métier, il a patiemment construit sa place, tout ça, et tout d'un coup, en un jour, il pète un plomb et il se retrouve expulsé à la rue socialement. Enfin, c'est pas possible de faire ça. C'est un peu ce que j'explique dans mes conférences en général, c'est que vous avez eu l'échelle de la hiérarchie, si vous voulez, qui marche à peu près dans tous les cas de figure, dans la police, dans le journalisme, la politique. Vous avez cette fameuse échelle des hiérarchies, donc qui est posée contre la façade du château fort, dans lequel on n'arrivera jamais. On peut toujours essayer de monter l'échelle. Et ceux qui arrivent tout en haut de l'échelle, ils sont très agrippés, ils ont très peur des coups de vent. On sait qu'en une légère poussée, on peut les faire tomber, et ils se feront très très mal, parce qu'ils tombent de très haut, ils ont tout à perdre en fait. Et plus vous descendez de l'échelle, plus vous avez les types, ils tombent de moins haut en fait. Et celui qui est tout en bas, de tomber, il s'en fout, parce que ça ne changera pas grand chose, il est déjà en bas. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Et un policier aujourd'hui en France, le policier de base, celui qui va manifester vers la place Beauvau avec son arme de service, il se dit aussi qu'il peut être tenté de faire tomber cette fameuse échelle. Parce qu'au bout du compte, il y perdra peut-être pas grand-chose, et les types d'en haut ont bien plus à perdre que lui. Donc tout est basé un peu là-dessus en France. Et alors il ne faut pas croire que ce conditionnement n'est que médiatique, une illusion, qu'on peut y échapper facilement, parce que vous-même, nous tous, moi aussi, c'est valable pour moi aussi. Enfin moi j'adore gâcher les repas de famille, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et quand on est dans une situation sociale avec des individus normaux, on a tendance à faire attention quand certains sujets sont abordés. Si vous entendez passer le mot immigration, enrichissement, accueil de l'autre, etc., vous avez des voyants rouges qui s'allument, qui clignotent là, et vous vous dites attention, la parole que je peux prononcer maintenant pourrait faire très mal. Si dans la salle il y a un type qui est prêt à s'indigner, à monter sur la table en hurlant, les heures les plus sombres sont sur toi, etc., nous, quand les heures les plus sombres, en fait, on n'a rien, on a juste un doute. Et du coup, c'est un peu déséquilibré quand même. On se dit, ça vaut peut-être pas le coup de perdre la famille parce qu'on en est là, quoi. Ou alors la carrière, on a tous des amis formidables, un boulot, etc. On ne veut pas se fâcher avec le reste du monde pour des idées qui sont suspectes, nauséabondes, etc. Donc ce conditionnement, il est très fort, permanent. On a des flics dans la tête, c'est sûr, qui font qu'on se contrôle en permanence. Et jusque dans l'isoloir, il ne faut pas croire que le type qui entre dans l'isoloir, il est totalement libéré de ça. Même là, il a un œil sur lui, il sent que quand il met un bulletin, je sais pas, François Bayrou, un truc comme ça, il est super sale, quoi, punk, il a une angoisse terrible, il a une grosse goutte de sueur qui perle, et il sait qu'il fait quelque chose de mal, quoi. Il a été conditionné à ça. C'est du dressage, c'est tout simple, c'est la peur de la... Vous avez d'un côté la récompense, vous dites moi je pense que la diversité est une richesse, pas d'amalgame, vous avez les slogans, là, les trucs. Je répète le slogan, donc je suis quelqu'un de bien, et immédiatement j'ai une auréole qui se dessine autour de ma tête. Je marque des points socialement, j'existe, et ça fait une identité, ça. Ces gens-là, c'est un peu leur raison d'être. C'est pour ça que quand ils se font tabasser dans la rue, qu'en gros, il y a un décalage cruel entre le vivre ensemble qu'ils célèbrent et la réalité des choses. Il ne faut pas croire qu'ils vont changer d'avis parce qu'ils vont laisser 2-3 dons sur le trottoir. Ils se diront juste mon identité est bien plus importante. Mon identité, c'est de dire que de toute façon, ces jeunes sont victimes, etc. Enfin, j'ai été une insulte vivante par ma catégorie sociale, raciale, tout ce qu'on veut, donc ils ont raison de m'avoir corrigé. Parce que si je renonce à ce qui fait mon identité, c'est-à-dire cette morale un peu supérieure, je ne suis plus personne. Donc ils ne renoncent pas.
c'est moins grave de perdre quelques dents que son identité. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnages dans Guérilla qui sont un peu sortis de ce moule-là. Ça nous paraît un peu sectaire, un peu fou, ça l'est, mais n'empêche, voilà, ils ont une identité à défendre, c'est un substitut d'identité, donc ils doivent aller au bout de leur logique, c'est comme ça. Alors il y a deux cas, comme je l'explique dans Civ, il y a les individus sincères. Donc ça, c'est pas vraiment une qualité en fait, hein. C'est ceux peut-être les plus cliniquement atteints, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés alors prenons un exemple, Christiane Taubira, en général, on dit, je sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'elle est sincère. C'est-à-dire, en gros, elle est persuadée que ce qu'elle pense, ses envolées lyriques, etc., sont fabuleuses et que les idées qu'elle défend sont positives. Et que la France va s'améliorer si on l'écoute. Donc, voilà, elle est sincère, c'est-à-dire qu'en gros, elle croit, elle est persuadée qu'elle est dans le vrai. Ça, c'est une catégorie de militants. Alors, elle ne pense pas à long terme, c'est ça, en fait. Elle jouit du prestige à très court terme de ses belles déclarations. Elle a un fan club, il faut savoir, Christiane Taubira en France aujourd'hui a des fans, l'information, qui en dit long sur l'état d'esprit de certains de nos compatriotes, mais toujours est-il que c'est vrai. Elle a des fans, des gens qui voteraient pour elle, qui l'admirent. Bon. Les résultats de sa pensée à long terme, elle s'en fout. Et de toute façon, elle s'en fout, elle est persuadée qu'ils seront bons, qu'ils seront positifs. Donc ça l'importe peu. Ce qui l'importe, c'est la récompense immédiate de ses efforts. Ils sont concrets. Et vous avez les individus cyniques. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais en gros, ceux qui savent que leur discours n'est qu'un beau discours, et que la situation ne tourne pas vraiment à leur avantage. Mais ils s'en foutent parce que, comme vous le diront les gens du renseignement, toutes ces belles personnalités, la plupart du temps, ont leurs enfants dans des écoles privées et ont acheté très récemment une maison à l'étranger dans un pays où le désordre n'arrivera pas tout de suite. Donc en gros, ils ont les moyens, la fuite est prête, ils ont les moyens de partir, tout va bien. Ils se servent du discours comme d'une valeur marchande. Ça paye pour l'instant. Peut-être que dans quelques jours, ils réussiront à s'adapter à une donnée nouvelle, à tourner complètement leur veste et à réussir à tromper tout le monde de nouveau. C'est possible. Sur des professionnels de la communication, c'est comme ça. Les gens sont très bien payés pour ça. Aujourd'hui, tout est basé un peu sur la communication. Hein. Vous savez qu'on ne traite pas vraiment des problèmes, on communique dessus. Hein. C'est pour ça que toutes les notes des renseignements généraux qui concernent l'insécurité n'arrivent jamais jusqu'aux dirigeants. Les dirigeants se foutent complètement de savoir qu'il y a des risques terroristes en France. Tout ce qui leur importe, c'est de savoir comment ils vont communiquer au jour le jour. Donc ils n'ont pas le temps et l'énergie de s'adapter au changement de la situation. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout adapté. Aujourd'hui, la France, la menace terroriste sociale, il n'y a aucune espèce de début d'adaptation. La réponse de la police, ce que sont autorisés à faire les policiers, c'est très inquiétant par rapport à la menace réelle. Parce que, alors, ce livre, on arrive à ce livre, c'est décousu, mais c'est normal. Guérilla, le postulat, en gros, ça se passe dans 5, 10, 15 ans, c'est indéterminé. Vous avez des policiers qui sont appelés dans une cité de la Courneuve pour une femme les appelle au secours, voilà, donc ils vont là-bas, ils y vont à 3, c'est pas une heure à risque, normalement il n'y a pas de problème, ils font attention. Et ils arrivent dans une cage d'escalier, et là il y a une dizaine de types qui sont en train de se droguer là, et ça se passe assez mal. Alors le dialogue passe très mal. Les policiers sont pris à partie, c'est-à-dire qu'en gros, il y en a un qui tombe sous les coups et son collègue le voit et voit que, là, ça va très mal se passer, il voit des armes et il fait ce que ne doit pas faire un policier, c'est-à-dire qu'il sort cette chose-là, vous savez, qu'il a sur lui une arme, c'est ça, et il sort son arme et il va lâcher 40 ans de frustration à coups de balle 9 mm et il va tuer 6 individus, voilà. Alors ça, normalement, jusque-là, ça n'arrive pas. Vous avez eu quantité d'exemples. Hein. Vous avez eu récemment Viry-Châtillon, cocktail Molotov dans la voiture. Les policiers préfèrent brûler vif que de se servir de leur arme, parce qu'ils savent qu'il vaut mieux avoir des brûlures très graves que faire ça, que créer des incidents majeurs, parce que contre eux, il n'y a pas seulement la rue, il y a le règlement, la hiérarchie, les GPN, etc. Des ennuis infinis. Eux, ils ont à perdre, ils ont, comme vous et moi, des familles, etc. Donc ils font attention. En face, le type, la rue, il n'y a pas le même calcul. Lui, il se dit juste à quel endroit je vais taper, le flic, il a tous les règlements qui lui filent dans la tête. Donc c'est une partie d'échec où il joue avec les noirs, il a 3 coups de retard, il est foutu d'avance. Et le jour où il aura ce malheureux réflexe, vous imaginez les incidents qui pourront s'en suivre.
Là, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un incident grave, les cités s'embrassent, c'est déjà arrivé en fait. C'est arrivé en 2005, vous vous souvenez, c'est même pas un incident, enfin, les policiers n'ont pas tiré, c'est deux jeunes qui fuient la police, ils n'ont rien à se reprocher, ils se cachent dans un transformateur, ne le faites pas chez vous, suite logique, la cité s'embrase, etc., ça se communique. Il y a deux victimes des émeutiers, il y a deux victimes qui n'ont rien à voir avec les émeutiers, donc qui ont été tuées par des émeutiers. Il y a quantité de policiers qui ont été blessés à cette occasion, très peu d'interpellations, très peu d'émeutiers gravement blessés. 2009, Villiers-le-Bel, deux individus sans casque, n'importe comment, sur une moto, coupent la route à des policiers. Ne le faites pas chez vous non plus. Les individus décèdent, donc des émeutes, envergure, etc. Et là, fait nouveau, on tire à balles réelles sur la police. À l'époque, je crois que c'était Sarkozy qui était en charge. L'ordre formel est donné aux policiers de ne pas riposter. Ça veut dire que là, le monopole de la violence légitime, et même de la légitime défense, enfin tout ce qu'on veut, est abandonné à la rue parce qu'on a peur. On a peur de déclencher des incidents plus graves. Donc l'État renonce complètement, face à la rue, à ses prérogatives. Ça, c'est quand même vraiment, enfin voilà, c'est une situation absolument folle, mais elle a déjà eu lieu il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas sûr que la situation de ces quartiers soit beaucoup améliorée depuis, malgré les quantités de milliards qui ont été déversés, puisque ces quartiers se dégradent bien plus vite qu'on parvient à les restaurer. Et en plus, vous avez une donnée nouvelle qui est la donnée terroriste. C'est-à-dire que là, imaginez des troupes comme ça, je pense que les types qui attendent de préparer leurs actes terroristes se diraient, mais alors ils ont quand même, il y en a certains d'entre eux qui sont un peu plus intelligents et qui se diraient, là il y a peut-être un coup à jouer. Tous les policiers ont l'air d'être occupés, on leur dit en plus de surtout pas créer sur incident, donc en gros ça veut dire encaisser les coups, vous avez vos boucliers, vous prenez, vous subissez, ça va finir par se calmer. Ils sont les deux pieds sur la cocotte minute et ils attendent. Et vous avez les terroristes qui vont déclencher des opérations simultanées un peu partout. En plus, vous avez le conditionnement médiatique très fort qui dira « Attendez, ces jeunes qui se révoltent ne sont-ils pas l'expression d'une colère légitime ? Ne les a-t-on pas parqués dans des ghettos ? Ne les a-t-on pas privés de tout ? Ne sommes-nous pas, nous, notre réussite, une injure vivante dans un pays d'égalité, etc. » Enfin bref, vous connaissez. Ça, c'est très puissant. Et le citoyen, face à ça, encore une fois, il est tout seul chez lui devant sa télé. Personne ne l'entend crier, il peut toujours aller dire au voisin, il peut toujours aller déraper chez son voisin, mais n'empêche, sa force à lui d'expression, elle est réduite à néant. Aymeric Caron, il parlait tous les samedis soirs à 2 ou 3 millions de personnes, et vous, dans votre vie, vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez essayer dès maintenant, vous verrez, vous n'aurez jamais vous serez jamais l'équivalent légal d'Aymeric Caron en matière de communication publique. Donc il y a un déséquilibre énorme entre cette force, la force de Big Brother, et la vôtre. Voilà, ça fait peur. Et en plus, le citoyen devant la télé, imaginez, il voit sur le plateau, il n'est pas trop informé, il voit les experts, 8 ans d'expertise dans les phénomènes sociaux, sociologues, etc. Le mec, il a un bac méca, je sais pas, et il se dit, ouais, d'accord, il doit avoir raison, ces gars-là. En plus, ils sont nombreux, le public applaudit très fort, et surtout, il me menace un peu. C'est-à-dire que, pas d'amalgame, quoi. Vous voyez, le truc, Big Brother est très puissant parce qu'il parvient, à chaque fois qu'il y a un fait qui lui est défavorable, à le retourner en sa faveur. Vous avez un attentat terroriste qui est commis au nom de l'islam, le lendemain, vous avez une manifestation géante contre l'islamophobie. C'est ça la force de cette machine, c'est qu'il n'a pas besoin de contrôler les faits, et ça il s'en fout, mais toujours il parviendra à les récupérer et à les retourner à son avantage. Alors, c'est assez limite, vous avez vu aujourd'hui qu'il y a des mauvaises surprises, le Brexit, vous avez l'élection de Trump, ça c'est un échec cuisant de Big Brother parce qu'il a tout mis contre Trump. On a rarement vu une campagne aussi systématisée, violente, infamante, etc. contre un individu. Tout seul, lui, il n'a pas joué trop le modéré pendant l'élection. Il n'a pas dit non mais là je me ressens, je me dédiabolise, ça c'est mon grand-père qui l'a dit, pas moi. Ça, lui, il n'a pas fait ça. Vous voyez, il est allé il a rentré dedans et il a gagné. Ça c'est alors, je ne sais pas ce qu'il fera. Moi, vous savez, la politique, peut-être qu'il fera rien du tout, mais en tout cas, le seul fait d'avoir vu pendant 2 jours des types pleurer sur tous les écrans télé, il a mon respect éternel pour ça, parce que c'est tellement savoureux ce genre de moment que...
quand il y a comme ça une faille dans cette machine, après on vous montre des images en Corée du Nord, regardez, les gens ils pleurent à la télé, c'est ridicule, là, la dictature, et là on voyait tout un tas d'abrutis qui pleuraient, qui se lamentaient. Bon, c'est fabuleux, tout ça est fabuleux, mais en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles, je pense. En tout cas, c'est un message positif qui est envoyé au type qui réfléchit, qui se dit peut-être que ces médias-là, ils n'ont pas raison tout le temps, peut-être qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas les miens. Il y a comme ça une prise de distance, parce que finalement, alors, déjà le terroriste, après je reviendrai sur Monsieur Moyen, qui est quand même le sujet le plus intéressant du livre. Le terroriste, lui, c'est un peu le virus de la société, c'est-à-dire qu'il va proliférer, il va utiliser les failles du système, la faille judiciaire, hein, tous les Kouachi, Koulibaly, etc., ils ont été archi-fichés, déjà condamnés, les Mera, bon bref, ils sont connus, ils sont passés dans... Ils vont bénéficier de l'exposition médiatique qui les rendra célèbres, parce que c'est quand même le but de la manœuvre. Kouachi, Koulibaly, Mera, vous avez vu, j'ai dit les noms, c'est pas des types qui mériteraient d'être très connus, mais on a vaguement un visage, on a les noms, c'est pas des types forcément brillants, mais quand même, ils ont réussi un peu leur coup, parce qu'ils partent de rien, ils existent. Et c'est tentant pour pas mal de jeunes en banlieue aujourd'hui de se dire, attendez, quel est le meilleur moyen d'ascension sociale? Bon, en plus, après, il y a le paradis, 72 vierges, la rivière de miel, c'est le bonus. Mais je veux dire, déjà, rien que le fait d'exister un peu quand on est extrêmement minable, quand notre vie est vouée à l'échec, c'est tentant, parce que on se dit, là, je braque une supérette ou la poste avec ma Kalachnikov, est-ce que si demain j'épousais une cause majeure comme ça, et qu'au nom de Daesh, d'Al-Qaïda, j'allais me faire sauter, j'allais massacrer les gens, eh ben je deviendrais un martyr, immortel, c'est quelque chose de... c'est beau, c'est noble, etc. Donc, ils prolifèrent comme ça au détriment de la société, mais en réalité, les blessures qu'ils infligent à la société ne sont pas mortelles, c'est comme les virus. Et même, elles renforcent le système immunitaire, parce qu'effectivement, il y a des morts, c'est terrible, mais le système immunitaire, c'est-à-dire l'État, le système médiatique, etc., se trouve systématiquement renforcé par ces attaques. Je crois que les seules occasions où François Hollande a gagné des points de popularité, c'était lors d'actes terroristes. Il faut un massacre pour que François Hollande gagne des points. Et c'est arrivé plusieurs fois. Ça renforce l'exécutif. Parce qu'au Japon, un type qui a le bilan sécuritaire de Cazeneuve, il se serait déjà mis un sabre dans le ventre. C'est pas pensable, en fait. Et nous, personne n'a vraiment demandé sa démission sérieusement. On s'est dit non, il est même ressorti populaire. Il est passé de maître d'hôtel banal, un type extrêmement populaire, autoritaire, la figure du... Et donc ce système se renforce. Et alors au-delà de la part de l'exécutif, c'est que l'exécutif peut annoncer des lois répressives dans l'approbation générale. Ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire, on contrôle Internet, on contrôle les armes à feu, sauf que c'est les frères Kouachi, la Kalachnikov, je peux vous dire que le contrôle des armes à feu, ils n'en avaient rien à carrer à un point qui dépasse l'entendement. Quand vous avez une Kalachnikov, par définition, les lois sur les armes, catégorie A, B, C, D, la préfecture, le dossier psychiatrique. Par contre, ça permet à l'État de surveiller un peu plus les citoyens qu'il estime réellement dangereux. À savoir, vous et moi, c'est-à-dire ceux qui payent leurs impôts, donc ceux qui tiennent le système, qui ne se rendent pas compte mais qui le tiennent complètement, et qui peuvent être tentés par faire du tir sportif, on ne sait jamais, des fois que l'État soit pas tout à fait à la hauteur, d'aller à la chasse, d'avoir un permis, toutes ces choses-là, en fait, qui marquent une distance entre l'individu et l'État, qui se dit, mais peut-être que finalement, au fond, est-ce que cet État, est-ce qu'il sert vraiment mes intérêts, finalement? En fait, M. Moyen se dit ça quand l'État, quand François Hollande est à 4% de popularité, ce qui est déjà pas mal, je trouve ça déjà très respectable, la Corrèze est très grande, et M. Moyen se dit, mais cet État sert-il vraiment mes intérêts, au fond? J'ai un doute. Est-ce qu'il va parvenir à me protéger? Parce que c'est ça le truc, c'est que si le terroriste il renforce à ce point l'exécutif, peut-être qu'on pourrait être tenté, c'est pas complotiste, je dis pas que François Hollande dirige les attentats, mais on pourrait être tenté de se dire, est-ce qu'il a vraiment envie d'empêcher tous les attentats, François Hollande? À partir du moment où ça sert à ce point un régime, et quand vous avez des gens au renseignement qui vous disent, vous savez, tous les scénarios, toutes les interceptions qu'on fait remonter, ces gens s'en foutent totalement. Ils sont dans leur logique de communication, ils s'adapteront aux faits, c'est tout. Donc on est conduit à s'inquiéter un peu de cette situation qui est pas... Et alors, des scénarios, il y en a plein dans le livre, des scénarios terroristes majeurs. Le scénario Oradour, par exemple, qui est le plus marquant, qui considère donc, qui
qui consiste à aller dans un village des Cévennes extrêmement reculé. Vous avez 2 gendarmes qui dorment dans leur kangou, on les abat. Et ensuite, vous êtes avec la population du village à 100 km de toute force, de toute autorité de l'État, le temps que les brigades, parce que les gendarmes n'ont pas le droit d'intervenir sur ce genre le simple flic, on lui fait pas confiance, on n'a pas confiance en lui. Donc on veut faire venir des troupes spécialisées. Et le temps que ces troupes-là arrivent, ben vous avez largement le temps de massacrer un village. Alors c'est un scénario qui fait très peur, parce que là, c'est pas des gens qui font la fête, qui sont dans la rue, etc., dans des endroits cibles. C'est que la terreur, elle vient jusque chez vous, dans votre campagne. Vous êtes devant la télé en train de regarder Cyril Hanouna et tout d'un coup, paf, les types entrent, viennent vous chercher. Ça, c'est vraiment psychologiquement très très fort. Il y a plein d'autres scénarios comme ça, d'une simplicité à réaliser qui sont... On sait qu'il y a des grenades en banlieue. Le scénario du type qui, pendant un embouteillage, en scooter, il a dans une poche ventrale quantité de grenades et il les glisse sous les voitures comme ça, en roulant à vitesse constante. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, c'est comme ça, quoi. On est... Enfin, nos compatriotes sont... S'il y a bien le moment où ils sont le plus hagards, c'est sans doute dans des embouteillages. Et le temps qu'on réagisse, enfin, nous, vous savez, nos concitoyens ont tout débranché depuis longtemps. Il y a tellement d'informations, tellement bombardées que on se balade tous un peu hagards, ahuris, et on voit pas du tout les menaces qui... On fait pas attention. En fait, c'est anormal pour l'être humain et l'animal en général de croiser autant d'individus dans une journée. C'est tout à fait anormal parce que normalement, l'inconnu, il met en jeu notre existence. Donc, on doit y faire très attention. Et nous, socialement, on a tout débranché. Ça, on a laissé tomber. C'est pour ça que vous avez des réactions si aberrantes et tout. Quand vous regardez, vous voyez des gens dans la rue, vous dites, mais c'est pas possible de débrancher à ce point le filtre logique. Vous avez un bus qui ouvre ses 2 portes, vous avez toute une file d'abrutis qui s'entassent derrière la première, et personne n'a l'idée de créer le mouvement d'aller à la deuxième. Les gens continuent à s'entasser dans une même file. Les files de péage, c'est pareil. Vous arrivez à une pompe à essence, vous avez 3 pompes à essence, 3 belles. Et vous voyez qu'il y a 3 bagnoles derrière la première, vous vous dites, il y a un piège, je vais aller aussi, moi, derrière les 3 voitures qui attendent. Et on fait tous comme ça, parce qu'on est tellement matraqué par la télévision, toutes ces choses-là, que le cerveau logique, en fait, il a arrêté, quoi. Il a dit, non, mais là, je peux plus. Cyril Hanouna, je peux plus. Et donc, je me mets en veille. Donc, le filtre à émotion se débrouille, en fait. Il accumule tous les slogans. Je vais bien, je vais mine. Vous avez vu, on l'a tous. On l'a pas voulu. On s'est dit, moi, mon intelligence supérieure me permet de ne pas céder à toutes ces débilités. Pourtant, le truc, il est rentré. Et je peux vous dire, jusqu'à votre mort, il sera dans un coin. Et pas d'amalgame, c'est pareil. C'est le même procédé. C'est le truc, on vous le martèle comme ça, et ça rentre. Et donc, après, vous baladez dans la rue comme ça, un peu ahuri. Et vous avez le cerveau logique qui n'est plus là. Et vous raisonnez par habitude. Pas d'amalgame, machin. Le truc, il ressort tout seul. Et quand quelqu'un vous dit ça, ce fameux pas d'amalgame, faites l'expérience, vous lui dites, attendez, cette phrase, ce slogan, c'est quelque chose qui est le fruit de ta réflexion, c'est toi qui as... Voilà, c'est ton travail intellectuel, ce pas d'amalgame, ou c'est quelque chose que tu as appris, qu'on t'a inculqué. Là, en général, le type est quand même un peu emmerdé, parce qu'il est obligé de reconnaître que c'est la même chose qu'un slogan publicitaire. Et notre cerveau est tellement disponible à ça. Aujourd'hui, un psychiatre m'a dit, en France, les troubles mentaux progressent peu, contrairement à ce que laisse penser l'actualité avec tous les déséquilibrés qu'on voit. Mais le nombre des troubles de l'attention explose. Les troubles de l'attention, en gros, c'est ça, quand vous êtes tellement matraqué d'informations, vous ne parvenez plus du tout à vous concentrer intellectuellement. Donc vous subissez avec un ahurissement constant, tout BDFM, les chaînes en continu, etc., vous voyez des trucs, et vous oubliez très vite, en fait. La mémoire vive, elle ne marche plus. Quand vous interrogez sur il y a eu des faits divers dont on a énormément parlé pendant des semaines et des semaines. L'affaire Mera, par exemple, il y a peu de gens qui sont capables de retracer à peu près la chronologie des événements, au nom de quelle branche il a dit avoir agi, etc. Enfin, ça s'estompe très vite, en fait. Ça, c'est intéressant pour un gouvernement. Pour notamment le discours politique, ça permet de resservir le même discours quantité de fois face à un public à mémoire poisson rouge qui est tellement agressé par l'information qui n'a plus la capacité mentale pour justement prendre un recul nécessaire et se concentrer et réfléchir à la situation. Ça, c'est vraiment une donnée fondamentale parce que nous-mêmes, en fait, on est en fuite perpétuelle face à ça. On se dit, on préfère le divertissement,
Vous regardez vos congénères dans une rame de métro, ils ont un téléphone, machin, ils ont un truc, ils sont occupés. Parce que la terreur comme disait Pascal déjà, la terreur de l'homme est de se retrouver tout seul face à lui dans sa chambre et de se regarder, de se dire où va ma vie là, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que ce boulot que je suis en train de... Voilà, est-ce que mon boulot a un sens, est-ce que cette vie a un sens, est-ce que ce qui est en train de se passer par ailleurs n'est pas plus grave, est-ce que cet aveuglement, enfin jusqu'où je vais continuer comme ça? Et je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça en fuite, dans ces écrans, dans ce confort, dans ce divertissement, dans cet empêchement de penser, qui nous permet pour l'instant de s'en remettre à, toujours pareil, on est des animaux domestiques, donc on s'en remet à l'arrivée d'un maître, un autre, pas Big Brother, un autre, un Trump, quelqu'un qui va arriver, qui va nous sauver, en fait, qui va nous tirer de là, parce qu'on pense que nous, on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. On ne voit pas comment on pourrait lutter face à une telle machine. On a tous très peur, on a tous le fameux lien social, c'est qu'on est tous... En fait, c'est le banc de sardines, c'est-à-dire que toutes les sardines, elles attendent de voir ce que vont faire les autres pour tourner en même temps. Et tant qu'il n'y aura pas de mouvement de masse, il n'y aura pas de réaction. Il fut un temps où j'ai essayé des fois de convaincre des gens de l'autre bord. J'ai arrêté parce que c'est pas un discours rationnel qui fonctionne. C'est pas de démontrer par A plus B la bêtise de l'interlocuteur, ça fonctionne pas ça. Il est très bien dans sa bêtise, le lendemain il aura tout effacé et il recommencera à zéro. Par contre, un mouvement de foule, là vraiment peut faire changer la donne, parce que la terreur de l'animal domestique, c'est la terreur de l'abandon, d'être exclu de son propre groupe. Et on a tous très peur de ça, c'est ça la fameuse peur, quand on vous pointe du doigt, qu'on vous dit vous êtes nauséabond, là on se dit on va finir, je vais finir tout seul, et ça c'est l'angoisse la plus terrible, depuis l'enfance, la cour de récréation, enfin, tout est basé là-dessus, de devenir le bouc émissaire, d'être... Par contre, si il y a un mouvement de foule, la foule suivra. Et là j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de mouvement de fond, en Europe en général, aux États-Unis, un peu partout, l'impression qu'il y a une prise de conscience que cette situation, si elle continue comme ça, conduira à des événements très graves. Zemmour disait on a le choix entre la soumission et la guerre civile. Moi je crois que la soumission on l'essaie depuis à peu près 40-50 ans. On a bien essayé, il n'y a pas de problème, on allait jusqu'au bout, et que de toute façon la guerre civile c'est la résultante logique. C'est qu'il y a des données contre lesquelles on ne peut pas lutter, il y a des données économiques, il y a des données sociales. Au bout d'un moment, on arrive à un point de rupture, et je pense que plus on attend avant de regarder en face les choses, plus cette rupture sera violente, tragique, aura des conséquences dramatiques. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, nous, on est habitués à ce confort, à cette société, on se rend même plus compte à quel point on est dedans, on est dépendant. C'est ça, en fait, c'est que nous, animaux domestiques, avons totalement renoncé à notre indépendance, et on est dans un état de dépendance totale. Donc, vous rentrez chez vous, vous allumez la télévision, c'est le réflexe, c'est l'inconscient qui fait ça. Le besoin du maître est très fort, il faut qu'il y ait le bruit de fond. Il y a des gens, si Cyril Hanouna n'est pas à l'heure dans la télévision, qui entrent dans des états d'angoisse psychiatrique, je vous assure que c'est terrible, il y a des cas comme ça, des gens qui mordent le réparateur, des trucs, c'est complètement fou, parce que il faut surtout pas me laisser seul avec mon silence, et la perte de l'habitude pour l'animal domestique, le chien, vous faites sa promenade tous les jours, machin, si ça change, il est dans un état d'angoisse terrible, le chien, et il a très peur que vous l'abandonnez par ailleurs. Donc il faut ce bruit, c'est rassurant, et on mesure mal justement le poids de tout cet outillage technique sur nous. En fait, notre existence aujourd'hui, elle ne s'arrête pas à nous-mêmes, elle va au-delà, elle fonctionne grâce au téléphone, aux réseaux sociaux, à Internet. Et donc, si jamais vous aviez par exemple une panne d'électricité de grande ampleur, comme je sais que je décris dans ce livre, c'est aujourd'hui en 5 lignes à haute tension sabotées, Paris, blackout. 5 lignes. C'est facile à faire. Les djihadistes ne sont pas des gens remarquablement intelligents, heureusement, parce que c'est très facile à faire, et en 1 heure, vous n'avez plus de téléphone portable, parce que les antennes relais qui font fonctionner vos téléphones portables marchent à l'électricité. En 1 heure, les batteries sont vides, vous vous retrouvez sans rien. Imaginez un peu la situation. Vous êtes chez vous, alors même dans la campagne, c'est pareil. La plaque chauffante ne marche plus. Déjà, avec l'électricité, il n'y a plus de lumière, forcément. La plaque chauffante ne fonctionne plus. La chaudière s'est arrêtée parce qu'elle marchait à l'électricité. Le frigo commence à sentir le moisi. Vous avez des réserves pour 6 jours à peu près, parce que vous allez toutes les semaines au Monoprix. Vous n'avez pas anticipé tout ça. Là, certains individus me disent, mais moi, quand c'est comme ça, je regarde la télé.
Non, mais vous voyez à quel point en fait c'est l'habitude est tellement puissante qu'on ne voit plus en fait que tout ça, on a besoin de prodiges d'énergie pour faire tenir cette société. Et ça peut s'arrêter en fait. Il y a quantité de gens qui se sacrifient pour que ça marche, mais ça peut s'arrêter. Parce que si vous avez des émeutes majeures à Clichy-sous-Bois, par exemple, le mec d'EDF Bleu Ciel ne va pas risquer sa vie pour réparer la ligne. Il s'en fout un peu à la limite de Clichy-sous-Bois. Et le pompier fera pareil. Et une ville sans pompiers, ça brûle, hein, ça va très vite. Ça, on l'oublie aussi. Mais donc, revenons à notre bonhomme qui est tout seul chez lui dans le noir total. Il va regarder par la fenêtre, il va regarder chez le voisin d'un air méfiant, en se disant peut-être que le voisin a plus de nouilles que moi, et à partir de maintenant, l'identité de l'individu va se réduire à lui-même. La plupart du temps, nos proches, ils travaillent très loin de nous, on se retrouve tout seul dans le noir, et là vous avez un retour de bâton psychologique très très fort. Quantité d'individus ne survivront pas à ça. Il y a des scènes d'émeutes, de panique assez régulières quand vous avez une coupure d'électricité qui dure 3 jours. Parce que vraiment, l'habitude est surpuissante. Et on vit dans ce confort et on est incapable, nous, de nous adapter. On a perdu le sens. On ne sait pas comment marchent tous ces instruments. On serait incapable de réparer un réseau électrique. Et on se dit, voilà, on est habitué au service. Hein. C'est le français, c'est l'État. Vous voyez, c'est scandaleux. Mon truc est en panne depuis 10 minutes. Le service ne m'a pas rappelé. Ces gens sont incompétents. Mais le problème, c'est que dans une situation de chaos comme ça, tous ces individus, les réparateurs, même les policiers, ils penseront à leurs proches d'abord. Ils voudront sauver la petite famille quand même, et eux-mêmes. En fait, la société, c'est plus ce que c'était. Le paysan ardennais ne va pas prendre son fusil pour aller sauver Clichy-sous-Bois. Il s'en fout de Clichy, il a renoncé à l'idée. Oui, Clichy, c'était un concept. On se replie sur nous-mêmes, en fait, et on va défendre les nôtres. La société est complètement atomisée, fragmentée maintenant. Ça aussi, c'est une donnée importante, ce qui fait que beaucoup de policiers, de militaires ne verront pas vraiment l'intérêt de mourir pour un régime, par ailleurs honni, détesté, qui préconise des choses complètement folles, et donc ils auront tendance, puis ouais, il y a des policiers qui viennent me voir, qui me disent, vous savez, le jour où ces gens auront un problème, je leur laisserai mes chaussures, ce qui sous-entend, en gros, qu'ils se débrouillent, quoi. Et c'est normal, hein, on ne peut pas en vouloir aux policiers de prendre conscience que c'est leur devoir qui concerne la France, une idée très noble des choses, la France éternelle, etc., n'a plus rien à voir avec cet État, cette République, qui criminalise les inquiétudes et, ce faisant, qui empêche la liberté de penser et donc la souveraineté, puisque la souveraineté, elle part de là. Donc on appelle ça comme on veut, en tout cas, c'est pas une démocratie. Donc il n'y a pas vraiment de raison, on a du mal à trouver des raisons de défendre ce régime. En tout cas. Et il faut savoir que la France a changé de visage, n'est-ce pas, vous le savez peut-être. Il y a des données intéressantes là-dessus. On s'est aperçu, un sociologue américain qui est au-dessus de tout soupçon puisqu'il est de gauche, il a cette chance-là. J'espère que c'est votre cas aussi. Enfin bon, je ne ferai pas d'amalgame. Mais ce sociologue a montré que quand vous intégriez au sein d'une population homogène, vous intégriez une population assez culturellement différente, vous aviez un phénomène d'effondrement du capital social. Le capital social, pour vous résumer un peu la chose, je schématise, c'est la confiance de l'individu envers sa police, par exemple, ou envers le nouvel arrivant, et même envers son semblable. Et bien ça, on remarque que dans ce cas de figure, plus il y a une hétérogénéité de la population, plus le capital social s'effondre. Ça veut dire que les gens perdent toute confiance, non seulement en ceux qui viennent d'arriver, mais aussi envers leur police et envers leurs concitoyens. Vous le remarquez aujourd'hui, hein, on peut se faire violer dans une rame de métro, bondée, et les autres s'en foutent. Ils se disent, bon, je vais peut-être être un peu en retard, mais du moment que... Enfin, ça, c'est terrible aussi, mais c'est comme ça. C'est vraiment l'individu, c'est lui, et le reste du monde, il a fait une croix dessus, il a complètement renoncé à ça. C'est pour ça que vous avez des scènes comme ça qui sont complètement aberrantes, et les individus vont leur chemin parce que ça ne les concerne pas. Ça, c'est une donnée aussi importante. De ne pas imaginer que vous aurez un soulèvement citoyen global pour sauver des choses qui sont devenues peut-être trop abstraites. Voilà, faut prendre en compte tout ça. Le tableau n'est pas excessivement optimiste, hein, j'en conviens.
Mais peut-être qu'il est volontairement noir pour qu'on comprenne que justement, il faudrait vraiment agir assez vite, parce que si la situation perdure, la France va devenir gentiment le Brésil et gentiment l'Afrique du Sud. Et au bout du compte, on voit pas vraiment d'issue favorable. Voilà, je vous incite évidemment à lire ce livre, hein, parce que l'effondrement a lieu très rapidement, en 3 jours. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, je peux pas être prophète là-dessus, peut-être qu'il y aura des interventions extérieures. C'est assez difficile à le dire. En tout cas, ce scénario repose sur un travail de renseignement extrêmement pointu. Hein. Les agents du renseignement sont très doués. En gros, c'est fascinant parce qu'ils voient arriver tous les ennuis, mais personne ne les écoute et ils n'ont pas les moyens de les contrecarrer, ce qui est une situation assez angoissante pour eux. Et finalement, ils sont encore plus pessimistes que moi, ce qui est pas mal. Et donc, alors, il n'y a pas, un peu comme dans le livre, je ne vais pas révéler quoi que ce soit, mais je ne veux pas vraiment faire une conclusion, parce que de toute façon, je ne suis pas doué pour ça. Et je pense qu'il faut que vous lisiez le livre, parce que j'écris en plus beaucoup mieux que je parle, donc ça, c'est pareil. Ça vous donnera une bien meilleure idée de la situation que cet exposé très décousu et totalement flottant. Si vous avez maintenant peut-être des questions plus précises sur des points qui concernent, sur lesquels vous voudriez que je revienne plus en détail, je vous passerai volontiers le micro. En revanche, il y a de temps en temps des gens qui me demandent si je sais à quoi correspondent les grandes fumées dans le ciel, là, vous savez, alors ça je sais pas. Donc essayez de rester dans le sujet quand même du livre à peu près. Voilà. Merci beaucoup.